qui, vous l'avez vu, c'est peut-être pour cette raison que vous êtes tous là ici ce soir, consiste en une question. Hein. La fin du monde est-elle pour demain? Et si j'en juge au nombre de personnes dans la salle, eh bien c'est une question qui a l'air de vous intéresser. Et je pense que vous serez intéressés par ce que ces deux auteurs ont à nous dire, parce qu'en fait, ils sont un peu les deux pièces d'un puzzle de deux pièces. Et je vous encourage vivement à lire les livres de ces deux écrivains que je vais brièvement prendre le temps de vous présenter. À mes côtés, Abel Quentin, qui avait déjà été très remarqué avec ses deux premiers romans, et le dernier, Le Voyant des Tempes, est un livre dont on a beaucoup parlé, qui a remporté le prix de Flore. Et il est de retour dans cette rentrée littéraire avec un troisième livre qui s'appelle Cabane, et qui est un formidable roman, et on va avoir l'occasion d'en discuter tous ensemble. Et il a dans cette rentrée, hein, je dirais un peu son pendant américain, et c'est pour ça que ces deux auteurs sont réunis ici ce soir, parce que je dirais que ces deux livres constituent vraiment un formidable ensemble sur toutes les questions que nous nous posons aujourd'hui et que vous vous posez certainement aussi. Stephen Markley, de l'autre côté, est un écrivain américain. Il est originaire de l'Ohio et lui, c'est son second roman. Il a été remarqué en France avec un premier livre qui s'appelait Ohio. Et il est de retour dans cette rentrée avec un roman qui s'appelle Le Déluge. Cabane et le déluge. On aura l'occasion de leur demander à l'un et à l'autre pourquoi ils ont choisi de donner ce titre à leur livre. Quand on ne sait rien du livre, ça peut éventuellement poser question, mais je vais commencer peut-être par une question toute simple. C'est vrai qu'on nous sommes tous conscients avec une certaine acuité depuis quelques années de tous les problèmes qui se posent autour de nous sur la planète, et on a de plus en plus de preuves de ce qu'on appelle le dérèglement climatique ou le changement climatique, bien qu'il y ait aussi de nombreux climato-sceptiques, hein, des gens qui persistent encore à dire que tout va très bien, Madame la Marquise. On est quand même un peu effaré devant la multiplication des preuves qui nous sont offertes presque jour après jour. Et je commencerai peut-être par leur demander à l'un et à l'autre comment est-ce qu'un écrivain peut raisonnablement avoir envie de s'attaquer à un sujet quelque peu anxiogène ou quelque peu effrayant. Qu'est-ce qui motive finalement au moment de se mettre à écrire un nouveau roman, de s'attaquer à un tel sujet? Abel Quentin, est-ce que vous voulez commencer? Bonjour à tous, merci de cette invitation. Alors, moi je retournerai la question en me disant comment un écrivain peut ne pas écrire sur ce sujet, en fait, à partir du moment où il vient vous bouleverser intimement. C'est comme un mur devant vous, c'est-à-dire que vous êtes un peu acculé à ce sujet, pas forcément pour y consacrer tous vos prochains livres, mais en tout cas, c'est un sujet qui rebat trop de cartes, c'est un sujet qui est un enjeu historique peut-être inégalé, c'est aussi un sujet, il faut bien le dire, parce que ce qui peut nous pousser à écrire un livre, il y a des raisons parfois troubles, il y a bien sûr l'effroi, puis il y a aussi une forme d'attirance vers un sujet qui a quelque chose de grandiose aussi, parce qu'il convoque des images qui sont terribles, mais qui peuvent être une source d'inspiration. Et donc ça, voilà, il y a un mélange d'effroi et d'autres choses. J'avais déjà entendu Stephen dire, il avait dit magnétisme, et ça, je trouve que c'est assez vrai, un magnétisme, c'est-à-dire un sujet qui vous aspire. Et est-ce qu'il y a eu dans votre cas un événement particulier qui a servi de déclencheur, ou est-ce que vous avez de tout temps eu une forme de conscience de l'environnement et éventuellement une forme de conscience écologique?
Alors, moi, il y a un intérêt pour l'effondrement, mais que je ne liais pas forcément exclusivement à la question écologique comme un thème littéraire, un thème cinématographique qui m'intéresse, et avec ce sentiment qu'on peut peut-être tous avoir quand même depuis 15 ans, 20 ans, d'une accélération des crises, un sentiment qu'on va peut-être sortir d'un temps linéaire historique, qu'on va entrer dans un temps non linéaire, dans un temps d'événements rapides, de plus en plus rapides, et donc quelque part au-delà de la question écologique. Et donc moi, il y avait le thème de l'effondrement sur lequel j'avais écrit déjà il y a quelques années après mon premier roman, pas de façon vraiment concluante, et puis il y a eu la lecture me concernant du rapport Meadows qui a inspiré mon livre, donc qui est le rapport sur les limites de la croissance, publié en 72, et qui est un livre, à mon avis, historique en fait. Et d'ailleurs, je crois qu'il commence à l'enseigner en tant que livre historique aujourd'hui au lycée, en ce qu'il a de visionnaire, puisque ce sont des chercheurs, enfin une équipe internationale de chercheurs qui en 72 pose ce constat étayé scientifiquement que la croissance infinie n'est pas tenable dans un monde fini. Alors ça, on aura l'occasion de reparler de ce rapport Meadows. Dans votre livre, vous l'appelez le rapport 21. Et vous avez un autre point commun avec Stephen Markley, mais on va le laisser répondre d'ailleurs avant tout à cette question. Comment est venue l'idée d'écrire un livre sur ce sujet? Et est-ce que ça a été lié à quelque chose qui a servi de déclencheur, ou est-ce qu'au contraire, c'était quelque chose qui a de tout temps été là? Yeah, I mean, I think we look at the news, and most of us have an understanding, a comprehension of the climate crisis. The point of my novel and the point of fiction in general is to make clear what the stakes of that crisis actually are emotionally to the reader, right? And in doing so, in making those stakes emotionally clear, hopefully galvanize the reader to action. Je crois que lorsqu'on regarde les informations, on comprend tout de suite qu'il y a une crise climatique. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir quels étaient les enjeux personnels pour le lecteur et que les émotions soient claires pour lui, de façon peut-être à l'inciter à passer à l'action. You know, we frequently look at the crisis through this lens of how disturbing it is, how scary it is. But also there's something truly remarkable about the fact that we all are alive in a time when our actions really will echo for, basically the rest of human eternity. We have this sliver of decades left to truly make a difference in arresting the crisis. And so I wanted to write a book about that emerging historical movement to arrest this crisis. On regarde souvent cette crise par le prisme de la peur, mais il faut prendre conscience qu'on vit une période historique et nos actions vont impacter le restant de l'humanité. On a seulement quelques décennies pour arrêter la crise, et je voulais écrire un livre sur ce mouvement qui est en cours. Et alors, ce que vous avez de commun l'un et l'autre, c'est que, et c'est là où je reviens, ce par quoi vous concluez votre réponse, Abel, c'est que tous les deux, vous vous appuyez sur la science. C'est-à-dire que votre roman commence avec des scientifiques. On en parlera d'eux peut-être un peu tout à l'heure, parce que vous avez en commun aussi l'un et l'autre une galerie de personnages assez saisissantes, qui ne sont pas forcément tous des scientifiques. Vous avez même un journaliste français. Et vous avez tous les deux aussi un rapport au temps, c'est-à-dire que vos romans se déroulent dans l'espace-temps. Vous, c'est des années 70 à aujourd'hui. Stephen Markley, c'est presque d'aujourd'hui à dans 30 ans. Mais je commencerai peut-être par la science, parce que vos livres commencent en vous basant sur des travaux scientifiques. Comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à ce fameux rapport Meadows? Comment avez-vous fait sa connaissance? Et en quoi c'était important pour vous de partir de cette base-là? Alors j'ai fait sa connaissance parce qu'un ami me l'a prêté, qui lisait beaucoup plus que moi sur ces sujets, et qui m'a dit tiens, lis ce livre, et j'ai été en fait assez scotché par
Alors bon, même si je l'ai lu en fait dans une édition réactualisée, mais de fait ça part quand même, c'est en gros le texte de 72 un petit peu enrichi. Ce qui est assez incroyable dans ce document, c'est ce côté visionnaire. 72, des gens qui disent tout finalement, et qui d'ailleurs aujourd'hui, puisque leurs travaux ont été... On a essayé de les mettre en porte-à-faux en disant on va regarder où on en est par rapport à leurs prévisions aujourd'hui. C'est d'ailleurs un travail qui a été fait encore il y a 2 ans par une économètre à Harvard qui s'appelle Gaia Harrington, qui a donc vraiment une actualisation extrêmement récente et qui conclut alors à la fiabilité, à la solidité de ce rapport et de ces modèles. Donc quand on lit ça, en fait, on voit aussi la perspective historique. Et moi, je me suis dit, voilà, j'avais essayé d'écrire un récit d'anticipation, j'y suis pas arrivé, et peut-être que mon chemin à moi sera plutôt de raconter le passé, les 50 dernières années, et de raconter peut-être plus la peur de l'effondrement que l'effondrement lui-même, et de m'arrêter là où commence l'imagination, là où commence la dystopie, et de parler plutôt de ce que ça a pu faire. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que d'avoir une vingtaine d'années? C'est des chercheurs qui sont très jeunes, alors moi je les ai complètement fictionnalisés, mais j'en ai fait aussi quand même des jeunes gens. Qu'est-ce que c'est que d'avoir cet âge-là, de découvrir ça et d'être en complet décalage avec son époque, qui est une époque de croissance quasiment aphrodisiaque, qui est une époque où tout le monde a envie de profiter des fruits de la croissance, de vivre vite, de vivre bien. Et là, vous découvrez ça. Et est-ce que vous choisissez de porter ce message toute votre vie? Est-ce que vous décidez que vous en avez peut-être assez fait, puis que vous allez profiter vous aussi? Est-ce que vous faites l'autruche? Qu'est-ce que vous faites? En fait, c'est ça la question, c'est qu'est-ce que vous faites? Et alors, qu'est-ce qu'il disait et exactement ce fameux rapport? Est-ce qu'il annonçait des choses que l'on peut voir se concrétiser aujourd'hui? Comment est-ce qu'il a été reçu à l'époque? Alors, en fait, c'est un document qui, à l'époque, est sombre, mais pas désespéré, puisque en 72, ils disent voilà, on a modélisé grâce à l'informatique et une science qui s'appelle la dynamique des systèmes, notre système monde, et on arrive à plusieurs scénarios. Et il y a un scénario qui s'appelle business as usual. Qu'est-ce qui se passe si on fait rien? Ce scénario conduit à l'effondrement, mais il dessine aussi d'autres scénarios, notamment un scénario qu'est-ce qui se passe si on redresse la barre tout de suite, lui qui arrive à une stabilisation des indicateurs démographiques, économiques, etc. Et donc voilà, c'est vraiment plusieurs scénarios. Et au fur et à mesure que le temps passe, il y a des scénarios qui disparaissent parce qu'on a loupé des trains. Il y a des trains, on ne les a pas pris. Et donc, je ne sais pas quelle était la deuxième question, cher Francis. Pour savoir comment est-ce qu'il avait été reçu à cette époque, voilà, oui. Et il n'a pas servi du tout de signal d'alerte. Non, en fait, il a été reçu, c'est-à-dire que ce n'est pas un livre qui n'a pas été lu. Il a été lu par des millions de personnes. C'est même un succès absolument énorme, puisqu'ils ont eu la bonne la bonne idée de le vulgariser. Au début, c'était un document très aride pour scientifiques, et si on dit si on veut toucher tout le monde, on va le réécrire pour que ce soit accessible. Donc il y a en fait un coup de projecteur monstrueux des unes dans toute la presse internationale, mais c'est une fenêtre de tir en fait qui va vite se refermer, puisque rapidement le public va se lasser aussi de ce message très angoissant. Une actualité va en recouvrir une autre, et voilà, les gens, le public va oublier finalement ce message. Ils s'y sont intéressés un peu presque pour se faire peur, on pourrait dire, puisque voilà, pendant 1 an, ces gens vont faire une tournée mondiale, vont être lus, mais ils seront ensuite oubliés pour être ressortis avec un mélange de remords et date anniversaire du rapport. On va se rappeler d'eux, on va faire des articles en disant c'est vrai que quand même, peut-être qu'il faudrait les lire, et puis en fait non. Et alors vous, Steven, comment est-ce que vous avez décidé de donner cette base scientifique qui est le début finalement et le fondement de votre roman? Well, I didn't want to write anything that was outside the science. I didn't want to have, some fictional superstorm swamping the world. I wanted it to be truly grounded in our scientific reality, in our political reality, and in the reality of how our economy functions. Je ne voulais pas écrire quelque chose qui soit totalement en dehors de. Je ne voulais pas écrire quelque chose qui soit totalement en dehors de la science. Et je ne voulais pas écrire, par exemple, sur une méga tempête qui détruirait
le monde. Non, je voulais que mon livre soit ancré dans la réalité scientifique, politique et économique. And in doing so, I wrote a novel that's, trust me, scary enough without anything make-believe. Et croyez-moi, ce roman fait suffisamment peur comme ça, sans devoir en rajouter. But what I also hope is that it serves as a roadmap to show that the situation is absolutely not hopeless. J'espère que ça servira surtout à nous rendre compte que la situation n'est pas désespérée, de voir où nous en sommes aujourd'hui. That we have every technology we need, we know every policy we should be putting in place, and that what we need to summon is the social, cultural, and political will to address this crisis as fast as possible, because, unlike so many other great social movements of history, this one has a clock on it. Et aujourd'hui, on a tous les atouts technologiques nécessaires. On sait quelles sont les politiques à mettre en place. Ce qu'il faut, c'est la volonté politique, c'est la volonté de faire les choses. Et c'est ça qui compte, parce que la différence entre ce mouvement et les autres de l'histoire, c'est que le temps presse. Et alors, est-ce que c'est justement pour l'un comme pour l'autre cette volonté de donner au livre une base scientifique qui vous permet d'être dans un tel réalisme, en fait? Est-ce que ça, c'était aussi une sécurité d'une certaine façon? C'est-à-dire que c'est ce que vos deux livres ont en commun et également, c'est qu'on n'est pas du tout, comme le disait Steven, dans la dystopie. Alors ça aurait pu être le cas chez vous, Abel, mais ça ne l'est pas. Mais il y a vraiment non seulement un réalisme, mais une forme de sérieux. Oui, c'est vrai que d'une certaine façon, il y avait un autre livre à faire peut-être sur des figures que d'ailleurs qui m'intéressent et que je respecte, mais qui ont une approche quasi mystique de l'écologie. Je pense à certaines ramifications de l'écologie profonde, des gens qui ont un rapport extrêmement charnel à la nature. Et peut-être que si je m'étais fondé au départ sur des personnes comme ça, peut-être que le livre aurait été moins perturbant, parce que c'est des figures qu'on peut mettre à distance plus facilement. C'est plus difficile de mettre à distance des scientifiques. C'est plus difficile de mettre à distance des scientifiques qui ont d'ailleurs tellement peu de... qui sont pas du tout des idéologues, d'ailleurs, qui n'ont pas trouvé ce qu'ils avaient envie de trouver. Quand quelqu'un trouve ce qu'il a envie de trouver, moi, je trouve qu'intellectuellement, il y a tout de suite, ça crée le doute. Vous dites, est-ce qu'il a été honnête dans ses recherches? Quand quelqu'un aboutit à un résultat qui n'était pas ce qu'il voulait trouver, qu'il va même redoubler de recherche en espérant secrètement s'être trompé dans ses premières recherches, ça, évidemment, ça interpelle, parce que il y a comme un gage d'honnêteté intellectuelle, et c'est sûr que ces personnages sont tous sauf des exaltés. Alors certains peut-être vont le devenir, mais au moment où ils font ces recherches, c'est tout sauf des exaltés. Et donc je trouve qu'il y a là-dedans quelque chose de très perturbant, en fait, qu'on peut moins mettre à distance en se disant, ok, ces gens-là, je les connais, certes, mais bon, ils ont peut-être pris beaucoup de champignons hallucinogènes, ou ils ont beaucoup écouté de Janis Joplin dans leur chambre à Berkeley. Donc voilà, non, là, c'est des gens qui sont des scientifiques, qui sont extrêmement sérieux et qui ont la rigueur qui va avec leur métier. C'est ce qui leur donne à ces personnages dont on parlera dans un instant, comme à celui de Stephen Markley, ce caractère très rationnel qui entraîne aussi de la part du lecteur une totale adhésion. Qu'est-ce que vous pourriez dire, Stephen? Est-ce que c'est cette base scientifique qui a permis finalement d'ancrer votre roman dans le réel? Yeah, I mean, I just think setting out the challenge for myself of never leaving the scientific reality made the project more enjoyable. It forced me to grapple with exactly what we're up against and exactly what we have to do. C'était un défi pour moi. Je ne voulais pas laisser de côté la vérité scientifique, et ça a rendu le projet plus intéressant, parce que je m'intéressais à vraiment la réalité des choses, à ce qu'il faut faire. And my theory of the whole novel was, to get y'all to engage with it and to truly keep turning pages, to couch that science in this epic story. A story that is, part thriller, part Hollywood blockbuster, part coming of age,
part grand romance and everything in between. Et moi, ce que je voulais, c'est que, au fur et à mesure que vous tournez les pages de ce roman, vous assimiliez la science qui s'y trouve au milieu de ce thriller, ce blockbuster, cette romance. And so what that does is, you have this encounter with the science. You're being fed a lot of information, but you're also being fed sort of the sensation of what it's like to be alive on this planet in this incredibly precious moment. Et je voulais vous permettre de comprendre cette rencontre avec la science et de vous sentir vivant dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est ce moment incroyable que nous vivons. Parce qu'une fois qu'on a donné comme ça un peu le cadrage scientifique de vos livres, ce qui fait tout leur sel, à l'un comme à l'autre, c'est que ce sujet qui peut être un peu repoussoir pour certains d'entre nous, comme si c'était finalement quelque chose, une vérité qu'on entendait tellement qu'à la fin, où elle était inaudible, où on la rejetait, c'est que vous incarnez tout ce dont on vient de parler à travers des hommes et des femmes qui sont, dans vos deux romans, des personnages absolument extraordinaires et je dirais pour certains d'entre eux tout à fait inoubliables. Est-ce que c'est apparu immédiatement là que ce sujet, qui est un sujet quand même pas très fun, à la base, il avait besoin qu'il soit incarné et véhiculé par des personnages de chair et de sang, au-delà du fait que les auteurs du rapport Meadows étaient un groupe de scientifiques. Ils ne correspondent pas forcément aux personnages de votre livre. Et c'est la même chose pour Stephen Markley. Qu'est-ce qui a fait finalement que vous fassiez ce choix l'un comme l'autre de vous intéresser à un petit groupe de personnes et de vous intéressiez aussi à leur vie personnelle et à leur vie professionnelle, bien évidemment, mais aussi à leur trajectoire. Et même si dans votre cas, à Bell, ça va des années 70 à aujourd'hui, dans le cas de Stephen Markley, c'est des années 2010 aux années 2040, il y a à chaque fois cette volonté d'explorer des destins particuliers. Alors, c'est sûr que mes personnages, c'est des complètes inventions. C'est-à-dire tout ce qui a trait à leur vie personnelle, à leur caractère. J'ai même pas voulu trop me renseigner sur les personnes qui ont inspiré mon livre pour d'ailleurs être complètement libre d'en faire ce que je voulais. Je dirais que plus le sujet est aride, en réalité, plus les personnages doivent être ce véhicule à travers une masse d'informations, comme disait Steven. Alors lui, c'est carrément une œuvre, un livre de 2000 pages où il est peut-être d'une richesse très, très, très importante, mais je dirais qu'on est obligé de s'appuyer sur les personnages. On est obligé, ils doivent être encore plus incarnés parce que la matière est encore plus aride. Donc vous avez besoin et pour moi, c'était pas d'ailleurs un truc. Enfin, c'est vraiment eux qui sont au cœur du livre. En fait, c'est eux qui portent chacun une vérité, qui portent d'ailleurs qui incarnent une façon de réagir face à tout ça, un chemin humain possible, qui sont des chemins très différents. Mes personnages, chacun font des choix très très différents et pour peut-être toucher quelque chose d'intime chez le lecteur qui est face. On est tous face en tant que société, mais en tant qu'individu à plusieurs possibilités. Et je voulais vraiment explorer ça. Et puis je voulais explorer ce truc très très particulier qui est de se dire c'est quoi d'avoir une vérité que vous devez, qui est urgente. Vous êtes le seul à l'avoir et vous devez la transmettre et personne ne vous écoute en fait. Ou les gens vous écoutent mais pas vraiment, enfin ils vous entendent mais ils vous écoutent pas. Et donc qu'est-ce que c'est ça? Et d'ailleurs c'est quelque chose qui peut arriver dans plusieurs contextes historiques différents d'avoir un message et avec cette responsabilité brûlante, mais la tentation aussi peut-être de poser ce message et de déserter. Voilà, c'est ça que signifient ces personnages. On va rentrer dans le détail d'ailleurs après de ces personnages. Je laisse d'abord Stephen Markley répondre à la question. Yeah, I once had a professor who said the best way to get at the truth is to write fiction.
J'avais un professeur qui disait « Le meilleur moyen d'arriver à la vérité, c'est d'écrire une œuvre de fiction ». And I doubt there's anyone in this room who doesn't believe that, sometimes you encounter a fictional character and it allows you to encounter your own humanity. Et je croyais qu'ici, vous avez tous conscience du fait que parfois on tombe sur des personnages de fiction qui nous permettent de mieux comprendre notre propre humanité. And so I wanted to write this cast of people, all very different, to give the reader a 360-degree view of this world and of the crisis. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce casting de personnages si différents pour avoir vraiment cette vision d'ensemble de ce que peut être l'humanité. But what that requires is even more so than studying the science of the climate crisis is, as you said, you're studying these make-believe people. You're understanding them in a way so intimate they almost become, a close friend, a loved one. Et c'est davantage qu'écrire simplement sur la crise climatique. C'est-à-dire, on étudie ces personnages fictifs au point de les connaître intimement et de les aimer. And I know we both agree that, the novels with those unforgettable characters, those are the ones that just achieve liftoff. Et je pense qu'on se rejoint sur le fait que c'est les romans où les personnages sont inoubliables qui arrivent vraiment à nous porter. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans les détails de ces différents personnages? Parce que je crois qu'ils valent toute la peine qu'on en parle. Alors, on va dire qu'Abel, vous en avez en gros 5 qui sont importants. Un couple de chercheurs américains, un mathématicien norvégien, un ingénieur français, un ingénieur français, oui, et un journaliste français. Alors, ils sont venus comment? Et qu'est-ce que chacun... Ce serait bien que vous nous les présentiez. Alors, les Américains sont un couple, c'est une unité, enfin c'est presque un personnage parce qu'ils sont tellement fusionnels que parfois on arrive mal à démêler leur identité, mais il y a aussi parfois de l'eau dans le gaz, des frictions, donc à la fois fusionnelle mais très différente. Elle s'appelle Mildred, c'est une femme qui est extrêmement assez charismatique, qui a une forme qui, en plus d'être une scientifique, a une sorte d'intuition politique, a le sens des rapports de force. Et donc, elle, cette transition, finalement, de scientifique à quasiment conférencier, ça va se faire assez facilement, parce qu'elle a ça dans le sang, on pourrait dire. Et c'est une personne très combative, en fait. Là où son mari, qui s'appelle Eugene Dundee, lui, est plus effacé, il a les qualités de ses défauts, c'est-à-dire qu'il a une espèce de grande honnêteté intellectuelle, donc il est très scrupuleux, il n'aime pas qu'on transforme leur rapport en slogan, il a peur que ça se transforme en slogan, et donc il n'arrête pas de dire non, c'est pas exactement ça qu'on a dit, mais du coup il est parfois un peu inaudible parce qu'il a ce scrupule qui parfois, dans la cacophonie moderne, ne perce pas cette parole scientifique scrupuleuse, de ne pas prendre un mot pour un autre, de se refuser aux facilités de langage. Et donc, lui, il va devenir, en fait, aux côtés de sa femme, une sorte de conférencier international, mais il va le vivre de façon beaucoup plus complexe, tout en se découvrant quand même la capacité de le faire. Et donc, pour lui, il va se révéler à lui-même aussi dans ses 50 ans dans ces 50 années. Ensuite, il y a un Français qui, lui, est un personnage beaucoup plus, beaucoup plus... Il songe à sa carrière, il est plus personnel peut-être, d'aucuns diraient égoïste. En tout cas, il n'a pas envie de se laisser emporter par ce message. Il sent très vite que ce message va être mal reçu et qu'il a beaucoup à perdre à attacher son destin à ce rapport. Et donc, il prend ses distances avec ce rapport comme un travail de jeunesse d'une certaine façon. C'est un personnage assez gouailleur, assez rusé, mais qui est aussi un personnage, moi, que j'ai aimé, que je me représente comme un personnage qui a des remords, qui n'est pas d'un seul tenant, et qui sait très bien que ceux qui luttent sont dans le vrai, et que lui a choisi la facilité. Et donc, l'âge aidant, il est traversé par des remords de plus en plus puissants. Et il est, de façon générale, fasciné par ceux qui sont son miroir inversé, par les personnages ultra-vertébrés, les gens qui sont les gens intègres, quand lui, c'est plutôt un personnage corrompu.
Et ensuite, il y a un personnage dont je ne veux pas trop en dire parce que c'est vrai que c'est un personnage, en tout cas, c'est un personnage mystérieux. C'est un mathématicien norvégien qui est lui une forme de génie des maths et qui va disparaître quelques années après le rapport, dont on va perdre la trace. D'où le 5e personnage que vous évoquiez, qui est un journaliste français qui, en 2023, va se voir confier un reportage pour retrouver la trace de cet homme-là. Enfin, en réalité, on lui dit de faire un reportage sur ces auteurs, mais lui, très vite, va identifier comme un angle mort, comme en fait le plus intéressant, celui qu'on connaît le moins, qui est ce personnage de mathématicien qui m'a été inspiré par un certain nombre de figures scientifiques qui ont allié parfois génie et folie. Je pense par exemple au mathématicien Alexandre Grothendieck. Et alors Steven, est-ce que vous pourriez nous présenter les différents personnages qui sont les piliers du livre? I'm not sure I remember all the characters in my book. I may help you. Je ne sais pas si je me souviens vraiment de tous les personnages de mon livre, pour être honnête. I'll give it a try. There is Tony. Tony is an oceanographer and a scientist who is attempting to bring to the world's attention the severity of the crisis. D'abord, il y a Tony, donc, qui est océanographe scientifique, qui essaye de faire prendre conscience au monde de la gravité de la crise. There's Ash, a mathematician who is neurodiverse, neurodivergent, and who views everything very, very logically and pragmatically. And his purpose in the book is sort of he's always pushing forward the most obvious solution. Ensuite, il y a H, qui est un mathématicien neurodivergent qui voit toujours les choses sous l'angle de la logique, du pragmatisme et qui met en avant les solutions les plus pratiques. There is Jackie, a PR and advertising flack for the fossil fuel industry. Il y a Jackie, qui est une commerciale pour les industries pétrolières. There is Shane, who is part of an eco-terrorist group. Shane, qui est membre d'un groupe éco-terroriste. Then finally there's, well not finally, sorry, there's like 7 more, okay. There's Keeper, who is just a drug addict in Ohio, who doesn't think about the climate crisis, doesn't care about it, doesn't even believe in it. Alors il y en a 7 autres quand même, mais il y a Keeper, donc, qui est un toxicomane de l'Ohio, qui se fiche royalement de la crise climatique. And then finally there's Kate Morris. And Kate is a fiery advocate and activist for the climate crisis. And she is sort of the beating heart of the novel, and the rest of the world, the rest of the book sort of is in constellation around her. And then her story is told from the point of view of the young man who's had the misfortune of falling in love with her. Ensuite, vous avez Kate Morris, qui est une militante de la cause climatique, qui est un peu le cœur du roman, puisque finalement, tous les autres personnages gravitent un peu autour d'elle. Et son histoire est racontée du point de vue de l'homme qui a eu le malheur de s'éprendre d'elle. Et alors, est-ce que ça a été compliqué d'articuler la vie de ces personnages, de savoir leur attribuer tout de suite un rôle, de savoir les mettre, créer des rouages les uns avec les autres, parce que ce sont quand même ces hommes et ces femmes, voilà, qui, pour le lecteur, sont ces courroies de transmission de tout dont vos livres sont le lieu. Oui, c'est peut-être un truc qu'on partage avec Steven, c'est la volonté de ne pas avoir des personnages en fait, qui évoluent dans leur couloir de nage chacun, mais qui modifient la trajectoire des autres, en fait, qui ait des interactions comme ça, pour le coup, en dynamique des systèmes, on dirait des boucles de rétroaction, mais quelque part, on peut l'appliquer au roman, c'est-à-dire qu'un personnage va changer. Par exemple, mon personnage de Mildred, elle va avoir bien sûr une influence sur son mari, mais peut-être que plus tard, c'est son mari qui sera une force le pôle dominant du couple et qui va la modifier. Donc c'est ce qu'on fait. Enfin, c'est la vie, quoi. C'est la vie, c'est qu'on n'est pas chacun dans un couloir de nage. On est des êtres poreux, influençables ou influents. Enfin, en tout cas, on est comme ça. On se modifie les uns les autres et c'est vraiment très important. Et je pense en tout cas, j'essaye parfois. Parfois, je me dis d'ailleurs, je n'y arrive pas comme je le voudrais,
mais que les personnages aient une dynamique déjà personnelle. Que le personnage, c'est pas il est à un point A, mais s'il est toujours à un point A, là, pour moi, il y a un problème. Mais qui ait aussi des influences comme ça croisées et qui soit voilà donc en l'occurrence mon livre c'est une bande aussi, c'est une sorte de petit commando scientifique, des gens qui se retrouvent pour un an, pour 2-3 ans, le temps de leur recherche, qui ensuite vont se séparer, mais ils prendront des nouvelles des uns des autres, ils seront assez curieux des autres, de ce qu'ils sont devenus, parce qu'ils ont vécu quelque chose d'assez unique, qui fait qu'on ne tourne pas totalement la page et qu'on est lié, qu'on le veuille ou non, pour la vie. Voilà, c'est un peu ça. Stephen, would you repeat the question? The question was, how did you work the dynamics between the characters? Was it difficult to find an attribution to every one of them? Yeah, I mean, I sort of had the big movements of the book planned in my head, but the eventual fates of the characters were always up for grabs. Donc j'avais prévu les grandes lignes de mon roman, mais le destin individuel de chaque personnage, je ne l'avais pas prévu. Ça s'est fait au fur et à mesure. So for instance, with Tony, like I had this final image, the final image of his story in my head before I even started the book, probably back in like 2009. Mais par exemple, Tony, j'avais l'image finale dans ma tête depuis que j'ai commencé à écrire le roman, c'est-à-dire en 2009. And so I could see him standing there in this museum with his daughter, and they're having this conversation, and all I had to figure out was everything that led up to that moment, right? Donc je le voyais, j'avais cette image de lui dans un musée avec sa fille, et ils avaient une conversation, et en fait il fallait que je trouve le moyen d'arriver à ce point-là. And then with another character, Keeper, I sort of started writing him without knowing why he was in the book, and he had to show me, don't laugh, it's for real. He had to show me what was going to happen with his fate. Et ensuite, ce personnage de Keeper, je l'ai inventé sans vraiment trop savoir pourquoi il était là. Et c'est au fur et à mesure, c'est lui qui m'a montré un peu là où il devait aller. And this is the incredible magic trick that happens when you write fiction, where you start off by making the character say something, and then like at some point halfway through the novel, you're just recording what they say as they speak to you. Et c'est ça la magie de la fiction. Au début, on fait dire des choses aux personnages et ensuite on ne fait que transcrire ce qu'ils vous disent. And I think once those voices emerge in your head and you get them and they're there, it's like the novel starts to really write itself and it's incredibly enjoyable. Et une fois que vous avez ces voix dans la tête, c'est alors que le roman commence à s'écrire tout seul. Et là, c'est un sentiment tout à fait intéressant. Alors, l'un des avantages de cette panoplie humaine qui est au cœur de chacun de vos livres, c'est que ça permet de vous intéresser l'un comme l'autre à des tas de sentiments qui font l'humanité. Parce qu'il y a la noblesse, la bassesse, la résignation, la rébellion. Il y a des histoires de jalousie, des histoires d'amour et d'amitié qui tournent mal. Il y a finalement tout ce qui fait la grandeur et la misère de nos vies. Est-ce que ça vous est apparu comme étant un matériau particulièrement intéressant de tisser ce matériau humain au grand sujet du livre, en fait? Parce que je crois que pour celles et ceux qui sont là ce soir, je dirais que s'il y a peut-être 2 livres nécessaires pour nous tous présents à ce festival, eh bien, ce sont vos 2 livres à tous les deux. Et je ne dis pas ça par flatterie, mais je dis ça parce que finalement, à travers ces hommes et ces femmes, on est en mesure de se poser les vraies questions, pas seulement pour nous ou pour vous, mais pour nous tous dans les années à venir. Quel type de monde se prépare-t-on et prépare-t-on aux générations qui viennent? Oui, c'est vrai que les personnages permettent d'explorer différents sentiments. Alors moi, on m'a dit que mes personnages étaient tous assez affreux. J'étais un peu surpris, et c'est là qu'on se rend compte qu'on a le roman nous échappe, parce que moi j'ai l'impression d'en avoir fait aussi pour certains des figures très aimables. Voilà, c'est des moments d'introspection et
On se dit qu'on a Alors, peut-être ils sont aimables, je crois, mais ils n'ont pas eu le beau rôle parce qu'ils ont quand même prêché dans le désert. Et Oui. je les trouve, moi, parfois Mm. découragés, parfois résignés, mais en même temps, je les trouve très aimables parce que vulnérables et finalement, ils sont humains. Ouais, c'est sûr que les personnages pourtant, ils existent, ces personnages, mais les personnages... Enfin, ils existent. D'une certaine façon, les personnages d'un seul tenant, les Robocop, enfin, les gens qui vivent, en fait, sur qui la vie glisse. Peut-être on en rencontre un peu autour de nous, voilà, que vous avez connu adolescent, vous les 40 ans après, c'est exactement le même, impeccable. Il est face au barbecue avec les enfants, c'est exactement comme ça qu'il devait finir. Et ces gens-là, ils existent, mais moi, ils m'intéressent peut-être moins comme romancier. Hein. D'ailleurs, ça fait peut-être parfois les meilleurs copains, mais comme romancier, c'est sûr que j'aurais, voilà, moi j'aime bien que les personnages aient des moments qu'il y ait des moments où ils soient vraiment sur la ligne de crête, quoi, où ça peut basculer des deux côtés. C'est quelque chose qui m'intéresse, même si d'une certaine façon, un peu comme ce que disait Steven sur le fait qu'il là, je sais pas, j'avais l'image de Steven qui armait une tronçonneuse et puis après ça part tout seul, quoi. Et d'une certaine façon, les personnages, ils ont leur logique aussi qui sont là. Enfin, les fruits de leurs actions futures sont quand même au départ là, mais comme une potentialité. Il y a toujours plusieurs potentialités. Par exemple, mon personnage de Norvégien, il y a en lui une forme de fanatisme. C'est quelqu'un qui, quand il est dans sa chambre à Berkeley, quand les autres vont aller boire des coups, lui, il va continuer à aller faire des maths. Il a une recherche de la vérité qui confine au fanatisme. Mais d'une certaine façon, ce trait de caractère aurait pu l'emmener à être un des plus grands mathématiciens de son temps et aurait pu l'emmener aurait pu être utilisé comme quelque chose d'extrêmement utile pour ses contemporains, mais ça peut aussi évidemment conduire à d'autres chemins. Mais les potentialités sont là au début. And what about you, Steve? Americans. Right. Right, of course, yes. Yeah, I mean, the project of my novel, certainly it sounds like your novel as well, is to connect ecology to our humanity, right? Oui, le projet de mon roman, et je pense qu'il en va de même pour le vôtre, c'est de connecter l'écologie à l'humanité. So it's to make vivid what we're going through and what we're up against. Et donc, c'est de rendre vivant ce à quoi nous faisons face et ce qui nous attend. And to me, the way you always do that is to, again, get at the truth through fiction, to create characters who are vivid and are alive and are real. And by the time you finish going through this period in their lives, whatever that period is, you are moved by them, you are touched by them. And in doing so, you come to understand our ecological crisis in a new and immediate way. La façon de s'y prendre, pour moi, c'est, comme je le disais, d'arriver à la vérité par la fiction, d'avoir ces personnages vivants, et à la fin, on est ému, le lecteur est ému par ces personnages, et ce qui permet de vraiment prendre conscience. Alors, ce qui peut-être donne à ces personnages la densité dont je parlais tout à l'heure, c'est que vous avez aussi, au-delà de cet échantillon humain dans toute sa grandeur et parfois dans toute sa misère, choisi quand même un espace-temps que peu de romanciers adoptent. C'est-à-dire que dans un cas comme dans l'autre, c'est plusieurs décennies de la vie de ces gens et on les voit changer, évoluer, on les voit parfois changer en mieux, parfois on les voit dépérir. Est-ce que ça, c'était aussi quelque chose d'important dans votre livre, Abel ? Je sortais d'un livre où je m'étais mis une contrainte qui est la première personne, déjà qui ne permet pas d'explorer d'autres personnages, et puis un livre qui se passe en 2-3 ans. Et donc là, j'avais vraiment envie de faire vieillir des personnages. Oui, c'était quelque chose que j'avais envie de cette ampleur, de les emmener loin, en fait, de les emmener loin dans leur propre vie. Et bon, c'est aussi quelque chose que j'aime comme lecteur, en fait, tout simplement,
Dans un roman français, peut-être qu'on fait un peu moins, et dans le roman américain, ces personnages, ces bandes aussi. C'est pas seulement des personnages, c'est vraiment de faire vieillir une bande. Moi, j'aime beaucoup ça, de faire vieillir une famille ou une bande. Je trouve que c'est très plaisant et je me suis beaucoup amusé à le faire, mais c'est sûr ça pose énormément de problèmes dans l'écriture, dans la composition. Vous êtes bien obligé de faire des ellipses, donc il faut les faire au bon moment. Donc ça vous oblige à vous poser des questions de moments significatifs d'une existence qui éclaire les 10 ans que vous n'avez pas traités. Donc c'est vrai qu'il y a c'est comment travailler le temps quoi, comme outil et le faire travailler vos personnages est quelque chose que j'avais pas fait avant, donc j'étais très content de le faire dans ce livre-là. Yeah, I agree with so much of that. Thanks, Steve. Yeah. Just do the answers for me, and then we'll get out of here quick. Je ne peux que souscrire à ce qui vient d'être dit. Et vraiment, vous pouvez même répondre à ma place, hein, franchement. You're lazy. Yeah, I mean, I knew even before I'd begun writing, like I needed scope and I needed grandeur. I needed a big canvas. J'avais vraiment besoin de ce long laps de temps, de cette grandeur, finalement. And so with my first novel, Ohio, you know, it all takes place on one night, and it's kind of this night that telescopes out, and you get the bigness of it from pulling back, right? Go ahead, Steve. Donc mon premier roman, Ohio, se déroulait sur une seule nuit. Et c'est vraiment en prenant de la distance sur la nuit qu'on comprenait vraiment le roman. And with The Deluge, it was like, no, we're going to throw this huge canvas up here and then zoom in. We're going to get down to like these moments in people's lives. And so the whole first section sort of starts with these snippets, these vignettes of where these people were and what they were doing before the storm came, before they were thrust into history. Et donc là, avec Déluge, j'ai voulu faire exactement l'inverse. Plutôt que de partir du petit et ensuite de dézoomer, j'ai voulu partir de la vie de ces gens-là, des épisodes de la vie, avant que la grande tempête ne se produise. Et alors je dirais que quand on est écrivain, se lancer dans un roman comme celui-ci, c'est un peu être face au précipice. Finalement, qu'on le veuille ou non, et peut-être que c'est en partie dû à la façon dont la vie moderne nous endort un peu parfois, hein, ou nous plonge dans une forme de léthargie. Voilà, quand c'est confortable et qu'on n'a pas à se poser de questions, peut-être qu'on ne voit pas qu'on s'achemine tout doucement vers le précipice, mais vous y êtes un peu confronté à ce précipice, à savoir que comment peut-on, alors qu'on est tout de même des gens doués de raison, aller dans le mur, tout en ayant conscience qu'on va dans le mur, sans faire grand-chose pour ne pas aller dans le mur. Comment vous avez vécu ça, vous? Parce que pour nous, c'est assez facile, on est réunis ce soir et on vous écoute, mais vous avez passé pas mal de temps à travailler. Alors, vous, je crois que c'est 3 ans, lui, c'est 10 ans. Comment est-ce qu'on se confronte à ça chaque matin? Et est-ce qu'il y a des moments où vous avez été découragé? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez été effrayé? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez été traversé par de grandes questions existentielles? Alors pour revenir au début de votre question, c'est vrai que et c'est peut-être pas la meilleure façon de vous donner envie de l'acheter, mais c'est un livre sur la léthargie. Je pense qu'on se réveille là, ce soir. Non, mais c'est vrai, c'est un livre sur la léthargie. Je vais pas, mais la léthargie comme objet fascinant en fait, fascinant, effrayant. C'est-à-dire la léthargie de l'animal, même si vous le piquez, en fait, il continue à aller dans la mauvaise direction. Et donc c'est vrai que c'est ça. En fait, je me suis dit peut-être plus que même l'effondrement lui-même, quoi, qui est un thème grandiose, mais qui nous rappelle même, voilà, qui a inspiré les millénarismes, qui a inspiré des auteurs et des peintres depuis très très longtemps. Moi, c'était plus en fait le déni, la léthargie, cette espèce de mouvement d'accommodation à la modernité, d'intoxication à la modernité, le fait d'être dans une sorte d'environnement dont qu'on est totalement incapable de remettre en question.
comme si c'était l'air qu'on respire, alors qu'en fait c'est juste notre mode de vie depuis à peu près 600 ans, mais on a vécu différemment avant. Mais voilà, mon thème, mon livre, c'était ça, c'était de parler d'une sorte de civilisation intoxiquée et qui est plus capable de lever les yeux et de regarder un certain nombre de réalités désagréables en face. Et évidemment que ça vous atteint, vous, quand vous écrivez. Je pense que si j'avais écrit 7 ans de plus pour arriver à la durée de Steven, je pense que j'aurais été sous Xanax. Sous l'exomil, ouais. L'exomil, et voilà. Mais non, c'est sûr que c'est une écriture, surtout que moi j'ai mené la documentation en même temps que l'écriture qui vient remuer trop de choses et de façon irréversible. D'une certaine façon, alors de façon aussi grotesque, assez tardivement, parce que vous avez des gens qui, eux, ont vécu, qui très vite, en fait, ont toujours vécu dans une forme de lucidité. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose d'une perte d'innocence, quoi. Mais d'un autre côté, ce qui est très étrange, c'est que dès que je quittais ma table de travail, les angoisses, elles partaient aussi. C'est pas un état durable, et donc je vivais moi-même ce que j'étais en train de décrire, cette espèce d'état léthargique. Et parfois vous sortez la tête de l'eau, vous regardez des choses, mais c'est trop difficile de vivre en fait avec un degré de lucidité sur ces thèmes. C'est compliqué. Donc voilà. Merci. On se sent un peu souris de laboratoire soudain, mais bon, hein. Ou somnambule. Well, first of all, I'd like to say I have a rock-solid psyche, so it's never bothered me at all. Je suis très solide mentalement, donc ça ne m'a jamais dérangé tout ça. Therapists parade me around, they're like, be like him, he's got it down. So. Les thérapeutes parlent de moi à tout le monde, ils disent il faut que vous soyez comme lui. I don't think you can really encounter this subject without getting that existential fear, right? It is as scary as we think it is, right? On the other hand, in the process of writing the book, I just encountered too many people who are dedicating their lives to figuring out what to do about this. Je ne pense pas qu'on puisse aborder ce sujet sans vraiment être traversé par cette peur existentielle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui consacrent leur vie à trouver des solutions. And my goal, both personally and with the novel, is just to, I have no misconceptions that a book is going to suddenly change everyone's mind. But this is sort of my little pebble to add to the pile in the grand scheme of things, in this global effort to arrest what's happening. Mon objectif personnel, à travers le roman, c'est celui-là. Évidemment, j'ai bien conscience que mon livre ne va pas changer les esprits, mais j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice dans cet effort global. My conviction is that one way or another, the world is about to change enormously in the course of the next 20, 30, 40 years. We have a choice whether we direct that change or it just happens to us. Je suis convaincu que le monde va changer de façon drastique dans les 20, 30, 40 prochaines années. Et finalement, nous avons deux solutions. Soit nous dirigeons ce changement, soit nous le laissons arriver tel quel. And hopefully the novel, inspires within whoever reads it, at least that feeling that they can add their pebble to the pile as well. Et mon ambition, c'est que le roman peut-être inspire les lecteurs à penser qu'eux aussi, ils peuvent apporter leur pierre à l'édifice. Avant de conclure cette rencontre, on va revenir au commencement. J'aimerais que vous nous expliquiez l'un comme l'autre pourquoi vous avez choisi de donner vos titres respectifs à vos livres. Et puis si vous aviez, après avoir vécu cette expérience d'écrire un livre comme on l'a présenté ce soir, quel message est-ce que vous nous feriez passer, l'un comme l'autre? Avec le livre, oui, enrichi de ça, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de simple, de mots simples à nous dire pour nous faire évoluer par rapport à ce problème? Pour moi, il n'y a pas de... Pour moi, si vous voulez, je montre des choses, mais j'espère que quelqu'un qui lit mon livre en ressort avec deux idées. Avec la première idée, c'est que des gens ont dit un certain nombre de choses il y a 50 ans, que ces gens avaient raison, et que ces gens ont toujours raison aujourd'hui. La deuxième chose, ce serait de dire que
en fait, c'est ce qu'il y a de plus déprimant encore que la perspective de l'effondrement. Et je pense vraiment, c'est le spectacle de gens qui vivent, qui regardent de côté en fait tout le temps, le spectacle de voir des sociétés entières vivre dans une forme d'aveuglement et dans le déni. Et ça, en réalité, c'est la perspective de l'effondrement, d'ailleurs, qu'on la croit très proche, inéluctable ou très probable. Elle est aussi, c'est vrai, Steven a raison. Moi, je suis peut-être d'un naturel moins, je suis pas un Américain, quoi. Donc, non, mais moi, en tout cas, c'est une perspective galvanisante. Il a raison, c'est-à-dire que c'est une perspective qui vous accule à l'action. Et on le voit dans le déluge, des personnages qui, plus ça s'accélère, plus on prend des décisions qu'on n'aurait pas pensé, politiquement inenvisageables 10 ans, 15 ans avant. Et donc, et bien sûr que ça doit être galvanisant. Après, ensuite, les romans, ils sont composés de personnages qui sont des personnages ouverts, et donc à vous de les investir. Le message est dans les pages. Hein? Oui. Yeah, so the title, The Deluge, obviously refers to this story across cultures and histories, the story of the flood, from Noah to the Epic of Gilgamesh. Oui, alors ce titre, donc le déluge, il fait référence à donc l'histoire de l'inondation qui va de Noah à Gilgamesh. De Noé, pardon, l'arche de Noé. And certainly it's you know, you pick up the book and it seems to point to this oncoming storm. Et le roman également pointe vers la tempête à venir. And yet as you read the novel, the valence and the meaning of that word begins to change. And the only way I'm going to let you know that is if you actually read the book. Mais au fur et à mesure qu'on lit le livre, la signification du mot déluge commence à changer. Mais ça, vous ne le saurez qu'en lisant le livre. And would you like to share a message with us after having written this book? What would be the simple message to address us all tonight? Oh, yeah, I mean, the one action you can take to arrest the climate crisis and bring about a peaceful ecological society is buy our novels. I think that's... Okay. Je pense que le meilleur geste que vous puissiez faire pour arrêter la crise climatique, eh bien, c'est tout simplement d'acheter nos romans. And real quickly, seriously, like I am somebody who truly believes that we are living in an incredibly important moment in human history, and that especially those of us in democracies have a duty to push forward action on this, you know, the biggest crisis, the most important thing to happen to humanity. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que nous vivons le moment le plus important de l'histoire de l'humanité, et en particulier lorsque nous vivons dans des démocraties, nous avons le devoir d'agir. Merci à toutes et à tous. Je vous rappelle les livres de nos invités. Cabane, le roman d'Abel Quentin aux éditions de l'Observatoire. Le déluge de Stephen Marclay, traduit par Charles Recourcé aux éditions Albin Michel. Vous allez être à même de retrouver ces deux auteurs en signature au Salon du Livre dans les minutes qui suivent. Merci à toutes et à tous de votre attention et de votre participation.